Ok. Marido, salut. Salut, On s'est rencontrés à une journée formateur au syndicat des formateurs à Marseille et j'ai adoré ta personnalité très solaire, très joyeuse et très drôle. Et merci. donc, je t'ai proposé de te présenter donc sur ma chaîne YouTube. Je présente des formateurs. Le but, c'est de présenter ton parcours professionnel et de présenter tes différents projets, notamment de formation. Je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, écoute, déjà un petit mot sur peut-être sur mon parcours. Donc, moi, je suis formatrice depuis un peu plus de 30 ans maintenant. À la base, j'ai un diplôme de psychologie sociale et industrielle que j'ai effectué sur Aix-en-Provence. Pendant ma maîtrise, moi, j'ai souhaité travailler en parallèle en entreprise. Alors, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, ça, c'est une petite anecdote, c'est que j'ai créé ma propre alternance. Donc, en fait, j'y suis allée au culot parce que je suis quelqu'un qui aime bien oser défoncer les portes quand il faut. Donc, je suis allée voir mon responsable de maîtrise et je lui ai dit que je voulais travailler en entreprise en parallèle parce qu'on avait pas mal de temps. Et en fait, il m'a créé en fait une autorisation avec la fac, etc. Donc, je suis rentrée dans l'école de formation de France Télécom. Et donc, en parallèle à ma maîtrise, moi, je commençais à faire des formations. Alors, au début, j'observais juste des formateurs et j'ai eu la chance de suivre une quarantaine de formateurs sur à peu près une cinquantaine de thèmes. Et donc, ça allait de thèmes très techniques à des thèmes plus développement personnel, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les formateurs que je trouvais passionnants, même sur des sujets que je trouvais moi pourris, étaient des formateurs qui faisaient à côté, qui avaient des activités, soit de théâtre, soit de clown, soit de metteur en scène. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu mon master, enfin DESS à l'époque en poche, j'ai démarré et j'ai fait aussi du théâtre en parallèle. Donc c'est vrai que j'ai une double, on va dire une double formation, une double compétence, à la fois de théâtre et à la fois donc de psychologue du travail. Tout de suite, moi, je me suis mis à mon compte puisque j'ai commencé du coup aussi à travailler pour ce fameux centre de formation. Et puis au bout de 2, 3 ans, j'ai été chassée par un cabinet parisien qui avait entendu parler de moi et de mes formations. Et du coup, je suis partie 5 ans sur Paris où j'ai eu la chance, comme j'avais un diplôme assez polyvalent, on avait fait du recrutement, de la formation, du bilan de compétences, etc. J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des grosses missions avec des gros comptes et de faire de la conduite du changement, du conseil en management. Enfin, c'était très diversifié. Et puis, au bout de 5 ans, en fait, j'en ai eu un peu marre parce que le sud me manquait. Donc, je suis redescendue, je me suis remis à mon compte. Et là, j'ai travaillé pour plein de petits cabinets. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que l'entreprise me manquait. Donc, je suis retournée un petit peu travailler en entreprise. J'étais responsable de recrutement, etc. Et puis, en parallèle, j'ai voulu refaire un master en GRH cette fois. Donc, je suis partie à l'IAE d'Aix-en-Provence où j'ai fait le master GRH qui est couplé avec un DU relations et management. Et du coup, j'ai fait un an de master pour en fait devenir DRH. Donc ensuite, je suis retournée en entreprise où j'ai été donc responsable recrutement, responsable formation, RRH. Et puis, je me suis rendu compte au bout de 3 ans que je pouvais pas faire bouger les choses comme je voulais. Je suis quelqu'un d'assez tenace et puis j'aime bien que les choses bougent. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, c'est pas grave, je redeviens consultante, parce que finalement, à l'extérieur, j'avais l'impression qu'on m'entendait un peu plus. Et du coup, je me suis remis à mon compte. Entre-temps, j'ai retravaillé comme responsable formation pour une structure dans l'agriculture. Et puis voilà, et puis au bout de 3, 4 ans, pareil, je suis redevenue indépendante. Donc voilà, j'ai fait beaucoup à la fois du salariat et de l'indépendant. Et puis et ensuite, donc depuis 2012 maintenant, je suis à mon compte. Et du coup, je fais des formations. Alors ma spécialité, c'est que je suis vraiment spécialiste dans la relation à l'autre, et notamment quand la relation à l'autre devient compliquée, complexe. Et du coup, j'interviens sur des thématiques comme formation de formateurs, tout ce qui est développement personnel, conduite de réunion, gestion des clients difficiles. Et une de mes spécialités aussi, c'est que je suis vraiment multisecteur. Donc moi, j'ai une grosse partie dans le secteur de la santé. Donc j'interviens aujourd'hui dans des hôpitaux, des structures spécialisées comme les labos, les centres de radiologie. J'interviens sur des thématiques autour de la relation patient, de tout ce qui est aussi prise de parole, management bienveillant, etc. J'ai une grosse partie, un gros tiers, on va dire, autour de différentes thématiques pour des entreprises privées.
où là, je travaille aussi sur tout ce qui est négociation, pareil, management, prise de parole, euh, tout ce qui est relations clients. Et puis, j'ai un tiers de mon activité aujourd'hui, toujours dans l'agriculture. Donc, je forme des élus, des agriculteurs et des conseillers agricoles autour aussi, pareil, bah, de la relation avec les clients, de tout ce qui est prise de parole. Alors, de plus en plus, pour eux notamment, c'est prise de parole dans des cas difficiles. Donc, c'est comment, en fait, on intervient en milieu hostile. Voilà. Donc, c'est un peu une spécificité. Et puis voilà, donc c'est mes je dirais, trois grands domaines, entre guillemets. Et puis parallèlement à ça, il y a eu le Covid en 2020. Donc moi, comme beaucoup, mon activité s'est arrêtée quasiment pendant 2 ans. D'autant plus que je travaillais beaucoup avec le secteur de la santé, les aéroports, etc. Donc ça a été vraiment les premières entreprises, évidemment, qui ont arrêté de faire de la formation. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire autre chose. Et puis, il y a quelques années avant, 2 ans avant, j'avais eu des médecins qui m'avaient conseillé de faire des conférences parce que j'étais intervenue chez eux. Et en fait, ils sortaient d'une série de conférences qui les avaient apparemment profondément ennuyés. Et quand ils m'ont vu animer, c'est vrai que j'ai une animation assez drôle, assez voilà, où il y a beaucoup de jeux, tu connais ça, voilà, très ludique et en même temps beaucoup d'humour. Et ils m'ont dit, bah finalement, tu as le fond, tu as la forme, c'est hyper intéressant. Ils m'ont dit, et comme tu fais du théâtre, franchement, on te verrait trop bien faire des conférences. Et en fait, c'est bête, mais ça m'était jamais venu à l'idée. Et là, donc, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que je pourrais faire des conférences. Donc, pendant le Covid, je me suis formée comme conférencière. Et aujourd'hui, donc, voilà, je développe à la fois des formations et à la fois des conférences sur mes thématiques, que j'allais dire un peu phares aussi, que je peux animer en formation. Voilà. Bravo, tu as un super parcours, j'adore toutes tes Merci. expériences. Alors, Voilà. tu disais en fait que ce que tu avais observé chez les formateurs qui faisaient du clown, du théâtre, etc., Mm, c'est que il y avait une influence sur les cours. Est-ce que tu oui. pourrais nous présenter l'influence que ça a sur le cours? Qu'est-ce que tu as pu observer en fait? Qu'est-ce que ça change? Bah, ce que ça change déjà, je pense que premièrement, on a des formateurs qui se prennent pas au sérieux. Donc ça, moi, je sais que tous les mauvais formateurs auxquels j'étais confrontée, c'est souvent des personnes qui étaient très sachantes, qui se positionnaient au-dessus du groupe, qui étaient assez prétentieuses. En tout cas, moi, c'est le style que je supporte pas. Déjà, qui passent 1 heure à se présenter le matin, voilà, sans laisser la place au groupe. Alors, je dis ça en même temps, moi, j'ai une animation qui fait que je prends un peu de la place aussi, mais j'essaie vraiment de laisser aussi la place au groupe. Et du coup, il y a donc déjà une forme d'humilité, mine de rien, je trouve. Il y a une manière aussi d'aborder les thèmes de manière forcément originale et décalée. Et du coup, quand tu veux faire de l'humour, tu es obligé de faciliter, de simplifier ton message. Et du coup, le fait d'avoir un message à la fois décalé et simplifié, ben forcément, tu es plus pédagogique. Donc, il y a ça. Troisièmement, je pense que l'humour, tout de suite, ça crée du lien dans le groupe. Et le groupe, il se dit, bah, ça va, finalement, on peut se permettre plein de choses. Parce que si la formatrice, elle est un peu perchée, elle est un peu drôle, elle est un peu décalée, ça veut dire que tout de suite, ils comprennent qu'ils ont le droit à l'erreur et que ça va être tourné de manière drôle et qu'il n'y a pas d'évaluation, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas... Alors, ce qui est important aussi, c'est que moi, j'ai un humour déjà toujours au départ basé sur l'autodérision. Donc, du coup, ça veut dire que bah, ça laisse la porte ouverte finalement à faire des bêtises, à dire des choses sur soi, à des fois à avouer des trucs peut-être qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, etc. J'ai remarqué aussi que le rire, après, le deuxième temps, moi, souvent, j'utilise le rire et les caricatures pour leur faire prendre conscience des pratiques qu'ils peuvent avoir et qui sont pas toujours optimales. Et du coup, souvent, ils rigolent beaucoup et après, ils se disent, en fait, on rigole, mais on le fait, ça. Ou on rigole, mais on le dit, ça. Et du coup, ils prennent conscience qu'effectivement, ben, on peut faire autrement et qu'ils se rendent compte, finalement, ils prennent du recul et en rigolant, je pense que ça leur donne un prisme pour se dire, mince, mais finalement, ça va pas ce qu'on fait. On est en décalage et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, je pense que ça met un peu le zoom là-dessus. Et puis aussi, c'est vrai que bah, en mettant de la bonne ambiance, etc., j'ai remarqué que moi, très, très souvent, on m'a un peu spécialisée sur les groupes dits difficiles. C'est que quand j'ai des personnes qui viennent un peu à reculons ou des groupes qui n'ont pas envie d'être là, je pense que tous les formateurs, on a vécu ça. Bah, dès qu'on met de l'humour, en fait, les barrières, elles tombent. Et du coup, j'ai rarement, au final, des cas difficiles ou des personnes qui vont être difficiles. Alors, j'en ai eu quelques-unes hein, en 30 ans, forcément. Mais globalement,
Je trouve que ça va mettre une bonne ambiance, ça fait tomber ces barrières. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que souvent, j'ai des stagiaires qui viennent me voir en disant, vous savez, moi, j'étais venue à reculons, voire même, j'avais un peu envie, pas de saboter le stage, mais je voulais faire un peu le schtroumpf grognon. Ils disent, mais vous êtes tellement drôle et en fait, c'est tellement sympa que, bah voilà, on n'a plus envie d'embêter, on n'a plus envie de faire d'objections ou de... Et du coup, ça donne cette dynamique-là. Donc moi, c'est l'avantage que j'y vois. Ok, merci. Qu'est-ce que tu utilises comme technique d'animation pour que ce soit participatif, pour que ce soit ludique, etc. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, alors moi déjà, suivant les thématiques, je vais utiliser souvent beaucoup de jeux. Beaucoup d'exercices, voilà. Moi, il y a beaucoup de... Je dirais que j'essaye de faire à peu près moitié-moitié. Alors après, ça dépend évidemment les thématiques, ça dépend entre guillemets, le niveau des stagiaires et les objectifs pédagogiques, hein. Mais donc moi, j'ai plein de jeux. Je me suis créée au fil de l'eau plein de jeux. Et c'est pareil, j'ai eu la chance, quand j'ai travaillé, je t'ai dit, à France Télécom, donc c'était quand même dans les années 90. Mine de rien, c'est des personnes qui étaient déjà formées à la ludopédagogie. En fait, on n'en parlait pas, mais ça se pratiquait déjà, hein, chez eux. Et du coup, c'est eux, d'ailleurs, moi j'ai des petits classeurs que je pourrais te montrer, où il y a plein de jeux, d'exercices, etc. Et du coup, moi j'utilise plein de jeux. Alors ça peut être, par exemple, j'aime bien faire les jeux des 10 erreurs. Pour donner des exemples concrets. Donc là, je vais sur Que j'allais te demander. birds.com. Ouais, je vais par exemple sur birds.com, qui est un site où on peut faire des petites BD avec des oiseaux, etc. Et par exemple, bah, sur la conduite de réunion ou sur le management, je mets 10 petites vignettes où je leur donne des dialogues et en fait, je leur demande ensuite aux stagiaires, bah, sur les 10 vignettes, à votre avis, quelles sont celles qui comportent des erreurs? Donc voilà, donc par exemple, il y a ça. Donc il faut retrouver les 10 erreurs sur 30 vignettes, etc. Euh, Ensuite, j'ai beaucoup de jeux de cartes. Je me suis constitué beaucoup de jeux de cartes, donc notamment pour des présentations. Donc moi, j'ai un jeu de portrait chinois, par exemple, que j'utilise assez souvent. J'ai des jeux aussi, par exemple, sur tout ce qui est management des nouvelles générations, tu sais, Gen Z, etc. Là, j'ai carrément créé un jeu des 7 familles avec des caractéristiques pour chaque génération. Donc, c'est sympa parce que ça permet de voir un petit peu bah, les caractéristiques de chacun, leurs moyens de communication préférés, leurs quelques traits de personnalité, etc. Donc, ça permet de bien remettre les choses à leur place. Ensuite, j'ai des jeux de cartes aussi, bah, tout ce qui est tableau, en fait. Dès que je dois aborder un tableau, je le transforme en jeu de cartes et en fait, les gens doivent repositionner les cartes dans le tableau. Donc, pour être précise, par exemple, je l'utilise quand je présente les 3 piliers d'Aristote en prise de parole sur le logos, l'éthos et le pathos. Et donc, j'ai un ensemble de bonnes pratiques. Et en groupe, ils doivent replacer chaque bonne pratique dans leur catégorie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est jeu de cartes. J'en ai plein d'autres, hein, ça m'échappe, mais j'en ai plein d'autres. Après, j'aime bien utiliser aussi des petits artifices comme les gommettes. Donc, par exemple, le matin, je recueille leurs attentes. Et quand je vois qu'il y a un peu des fois des décalages ou qu'il y a des attentes qui sont, euh, qui sont très précises par rapport au contenu de la formation, je remets mon plan de formation et je leur demande d'aller voter. Et du coup, en fait, on fait une espèce de tableau comme ça, des votes pour savoir sur quoi je vais passer plus de temps, sur quoi je vais passer moins de temps. Donc, c'est important aussi de recadrer la formation en direct, hein, par rapport aux attentes, etc. Ah, génial, ça, Euh, je connaissais. voilà. Super l'histoire. Ouais, donc ça, j'aime bien faire ça. Ensuite, dans les jeux, j'ai beaucoup évidemment de mise en situation. Donc, ça peut aller de la mise en situation au jeu de rôle ou des simulations. Donc, la différence que j'y vois, c'est que mise en situation, en fait, c'est un peu improvisé. C'est eux qui peuvent travailler leur cas, notamment, par exemple, l'interaction, pour être clair, entre des secrétaires ou des infirmières et un patient. Donc, c'est eux qui écrivent leur cas et ensuite, ils le jouent devant les autres. Donc, là, ils sont un peu en impro et chacun, à tour de rôle, joue le patient, l'infirmière, la secrétaire, etc. Et puis après, ça, c'est les mises en situation. Et ensuite, j'ai des jeux de rôle où là, c'est moi qui rédige les rôles. En fait, je leur donne des indications et du coup, pour vraiment les aider à avoir un rôle un peu particulier. Par exemple, alors, conduite de réunion, ça peut être des stagiaires qui vont être difficiles et qui interviennent pendant la réunion. Sur la relation client, pareil, ça va être différentes demandes qu'ils vont avoir par rapport au labo, par exemple, quelqu'un
pour donner des exemples, ça peut être par exemple un patient qui arrive et qui n'a pas ses papiers d'identité, ou c'est un patient qui arrive qui n'a pas sa carte vitale. Voilà, donc en fait, ce qui peut créer des situations conflictuelles. Donc c'est moi qui initie, en fait, c'est voilà, les jeux de rôle. Et puis avec des indications. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu jeu de scène, jeu d'acteur, etc. Ensuite, moi, j'ai des jeux aussi des fois où je mets des coachs. En fait, je leur mets des coachs. Donc, dans le jeu de rôle, je peux mettre un coach qui va les aider, par exemple. Et du coup, bah, c'est une personne qui va dire, bah, tiens, à tel moment, dis-lui ça ou fais ça, etc. Donc, souvent, je mets en place ça, par exemple, quand j'ai des stagiaires qui osent pas trop participer sur les jeux de rôle ou qui ont peur de faire des bêtises ou de dire des bêtises. Donc, le fait qu'elles soient deux, souvent, ça les rassure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme jeu? J'ai des jeux de plateau aussi, mais que j'ai créés. Alors, c'est pas vraiment des jeux de plateau, mais par exemple, j'ai des jeux de loi pour faire les révisions en fin de journée ou au bout de 2, 3 jours. Voilà, avec donc, j'ai le même plateau, en fait, et je change simplement les questions. Voilà, donc ça, c'est des espèces de jeux de plateau. Il y a des jeux que je détourne aussi. Ça, je Mhm. suppose que tu connais aussi, mais le Ouais. Dixit, j'aime beaucoup détourner le Dixit. Le Time's Up, Euh, j'ai détourné. Ouais, voilà. Donc le Dixit, notamment, j'ai des photolangages aussi. Donc le Dixit, je l'utilise comme un photolangage. Ça peut être pour se présenter, ça peut être pour comme un photolangage. Souvent, je demande, par exemple, c'est quoi pour vous un bon animateur, un mauvais animateur? C'est quoi pour vous? Bah, la semaine prochaine, j'interviens dans un hôpital sur des référents intégration. Donc c'est des personnes qui doivent accueillir les nouveaux pour faire en sorte que ça se passe bien, que l'accueil se passe le mieux possible et pour faire de la rétention en fait de salariés, parce que sinon si on les accueille mal, souvent c'est des gens qui partent et puis on investit dans le recrutement, dans l'intégration et ça se passe mal. Donc moi, je forme ces référents intégration et notamment, ben, je leur demande au travers du Dixit, clairement, pour vous, c'est quoi un bon accueil, un mauvais accueil, voilà, qu'on pourrait avoir dans un hôpital. Et on travaille sur ces thématiques-là au travers du Dixit, là, par exemple. Euh, Ensuite, moi, j'ai créé aussi des photolangages avec mes propres photos. Parce que nous, en psycho, on avait travaillé sur le photolangage, par exemple. Donc, ça fait pas mal d'années que je travaille là-dessus. Ensuite, bon, il y a toutes les techniques d'impro aussi que je peux avoir après autour de tout ce qui est prise de parole, etc. Voilà, enfin, tout. Après, qu'est-ce que j'ai encore comme jeu? Bon, j'en ai pas mal. Après, j'ai tout ce qui est quiz, etc. Évidemment, tout ce qui est jeu de quiz, tout ce qui est jeu de... Et puis, des fois, ça peut être aussi... bon, j'ai tout ce qui est icebreaker aussi, et puis tout ce qui est energizer. Donc là, pareil, energizer, moi, souvent, j'utilise des jeux un peu issus du théâtre. Ouais. Par contre, moi, les energizers, j'aime bien que ce soit en lien quand même avec le thème de la formation, Oui, qui a un objectif précis. moi Parce que aussi. moi, pareil, j'ai assisté à des formations où on me demandait de lever les bras, de crier, de faire le cri de la poule et tout. Bon, quand je vois pas l'intérêt, moi, c'est vrai que j'ai tendance pas à me braquer, mais j'ai plus de mal. Donc, Pareil, perso, j'aime bien qu'il y ait un objectif pédagogique derrière même l'Energizer. je suis d'accord. Voilà, et puis après, bah, je peux avoir plein de jeux de groupe, quand notamment je fais des formations sur tout ce qui est cohésion d'équipe, sur tout ce qui est management, sur tout ce qui est team building, etc. Donc là, je vais avoir carrément des jeux en équipe. Voilà, ça peut être lâcher des œufs, tu sais, faire des structures et puis avoir un œuf et lâcher l'œuf, etc. Enfin voilà, ça peut être et puis après, j'ai plein de petits jeux aussi pour les mettre en binôme. Donc, Mhm. ça peut aller du jeu de cartes et donc ils doivent piocher leur binôme. Ça peut aller sur les binômes connus, tu sais, Tintin, Milou, etc. Donc, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils retrouvent leur binôme. J'aime bien créer les binômes aussi. Ça, ils aiment bien généralement avec des petits bonbons. Donc, en fait, ils piochent au hasard des petits bonbons et puis dès qu'ils ont des bonbons, les mêmes bonbons, ils forment une équipe. Puis après, ils bouffent les bonbons. Donc, ça leur plaît. Voilà. Voilà, tout ça. Bon, après, j'en ai plein, donc Comme on habite à côté, un jour, si tu veux, j'aimerais bien venir filmer tes jeux si tu veux. concrètement en réel. Ok. Bah dis donc, tu as beaucoup de techniques ludiques, c'est super. Je vais regarder et reprendre plein d'idées là que tu as données. Pour en revenir au théâtre, Mm. comment t'as aidé le théâtre dans tes formations et comment t'aide encore aujourd'hui le théâtre dans tes formations? Alors, souvent, ça paraît bizarre aux gens, mais déjà, moi, à l'école, je suis pas quelqu'un de timide, mais à l'école, j'avais horreur de prendre la parole à l'oral, enfin, de prendre la parole. Et du coup, dès que je devais intervenir à l'oral, je devenais toute rouge, je perdais mes moyens, je bafouillais, etc. Jusqu'en cinquième, où je devais faire un exposé, je m'en souviens encore, sur le Japon. Et il y a mon prof qui a pété les plombs parce que toute la salle rigolait, toute la classe se moquait de moi. Et en fait, il a balancé des stylos sur tous les élèves.
Et il m'a dit, tu es peut-être la seule qui a des choses intelligentes à dire dans cette classe. Il me dit, alors tu serres les poings et tu me fais ton exposé. Et bon, j'ai pas fait le meilleur exposé de ma vie ce jour-là, mais je me suis dit, bah, si un prof que j'aime bien me pousse à prendre la parole, etc., c'est que je peux le faire. Et en plus, c'est vrai que moi, l'oral, c'est ce qui plombait un peu mes moyennes, alors que j'étais bonne élève, hein. Et petit à petit, bah, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, allez, je prends la parole, etc. Et finalement, quand j'ai vu la facilité d'expression de ces formateurs, clairement, ils m'ont dit, c'est le théâtre qui nous a aidés. Donc au départ, moi, le théâtre, je l'ai fait de manière, je me suis poussée, forcée, hein, j'avais pas envie, mais je me suis dit, OK, si pour être bon formateur, il faut le faire, on y va. Et donc, ce que ça m'a apporté déjà, c'est clairement une meilleure élocution, de meilleure prononciation, savoir faire des ruptures, mieux parler, mieux sélectionner ses mots, voilà, tout ce qui était rhétorique, tout ce qui était aussi éloquence, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé sur les gestes, sur la présence, la posture, l'énergie. Donc ça, c'était fondamental. Ça, c'est pour moi. Et ensuite, bah, c'est ce que j'essaie de donner à mes stagiaires à certains moments, puisque finalement, quand on est dans la relation à l'autre, on peut avoir les meilleurs arguments de la Terre. Si on ne sait pas les délivrer, bah, tes arguments, ils tombent à plat. Donc souvent, moi, j'ai une partie dans mes formations, en fait, quasiment dans toutes, j'ai souvent une petite partie sur l'argumentation, sur l'impro, sur une partie théâtre, que ce soit en management pour faire passer tes punchlines, pour faire passer tes messages forts, que ce soit sur la relation client quand tu dois argumenter ou quand tu dois répondre à des questions, des objections. Et tout cet aspect-là, moi, j'essaie vraiment de le transmettre aux stagiaires parce que je trouve que souvent, c'est des éléments qui manquent dans les formations. Donc, ça m'apporte ça. Et après, effectivement, bah, tout ce que le théâtre va aussi aider sur tout ce qui est, je pense, fluidité mentale, fluidité verbale, trouver des idées, faire des associations d'idées, être plus loquace, voilà, parfois trouver le bon mot. Voilà, tout ça, c'est vraiment être efficace à l'oral. Je me rends compte qu'en fait, moi, je travaille beaucoup, finalement, parce que c'est aussi ma spécificité, mais je travaille beaucoup avec des personnes qui passent beaucoup à l'oral. Et autant on nous écrit souvent enfin, on nous apprend, pardon, souvent à bien écrire à l'école, mais pas forcément à bien parler. Voilà, donc Exactement. cette compétence orale, elle est essentielle pour moi. Ok. Est-ce que tu crois que qu'il faut identifier le blocage qu'on a? Par exemple, tu dis que tu as été en difficulté jusqu'en cinquième. Est-ce que toi, tu as fait est-ce que tu as identifié d'où venait ton blocage et est-ce que tu crois que ça aide après? Alors, j'ai identifié d'où venaient plusieurs blocages, d'ailleurs, hein, pas que la prise de parole. J'ai pas forcément pu les traiter parce que moi, c'est dû à une histoire de famille, voilà, particulière. Donc, j'ai traité en partie parce que en tant que psychologue, forcément, on est suivi, en tout cas, une partie de notre cursus universitaire, hein. On est supervisé, on est suivi, etc. Moi, j'ai fait des psychothérapies aussi à côté. Donc, je pense que j'ai mis le doigt sur pas mal de choses. Est-ce que je les ai réglées? Pas forcément. Par contre, ça m'a donné des outils pour gérer, alors pas forcément les causes, mais les conséquences. Et là, forcément, ça m'a aidé effectivement à trouver des outils et à pouvoir ensuite bah, conseiller forcément des gens et accompagner des gens là-dessus. Voilà. Et notamment, bah, c'est vrai que moi, l'humour, ça a été un outil qui m'a vraiment aidé. Le fait aussi, après, je pense que c'est plus une posture, mais le fait aussi je dirais, de vouloir aider les stagiaires et pas forcément les condamner ou pas forcément, voilà, les critiquer ou les juger ou etc. Tout cet aspect un peu bienveillant, je pense que c'est pareil, c'est mon histoire personnelle qui m'a donné cette fibre-là et qui m'aide de toute façon au quotidien. Et puis, il y a tout, évidemment, après, il y a toutes les petites techniques que j'ai pu voilà, développer ou tester pour essayer voilà, de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Et notamment, moi, j'ai des petites phrases. Souvent, je dis, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Enfin, voilà, c'est un peu. Et c'est comment on va mettre un petit peu d'huile dans les rouages ou comment. Et tout ça, oui, je pense que c'est parce que j'ai travaillé sur moi et forcément, ça m'a aidé, quoi. Oui, donc tu confirmes que de comprendre ces difficultés, d'où elles viennent, peut aider à les dépasser, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, ça permet de dépasser et puis aussi, tu as un vécu qui fait que ça permet non seulement d'avoir peut-être les bons outils, ça permet peut-être d'aller plus vite à certains moments. Et puis quelque part aussi, je pense que ça te rend crédible parce que, tu vois, quand moi je parle de bienveillance ou quand je parle de gérer ses émotions, ce que j'explique, c'est que par exemple, moi je fais le choix de gérer mes émotions, par exemple, dans la vie, dans la vie professionnelle. Je suis quelqu'un, moi, qui va vite péter les plombs dans la vie perso. Par contre, dans la vie pro, tu vois, j'ai mes outils et je reste toujours très calme, je reste toujours très... et c'est ce que je leur dis, c'est que finalement, les outils nous servent à nous calmer, par exemple, à certains moments, mais pour autant, sans perdre ton authenticité. Parce que souvent, c'est une question, et de plus en plus d'ailleurs, c'est est-ce que finalement, quand tu nous donnes ces outils-là, à force de trop travailler sur nous, est-ce qu'on est encore authentique? Ouais, Voilà, du on coup, reste il y a cette nous-mêmes. réflexion-là. Voilà, il y a aussi cette réflexion-là des fois de certains. Et moi, je leur dis, mais je suis pas là pour vous transformer, je suis là pour vous former. Moi, je vous donne une boîte à outils et à la limite, après, vous les utilisez ou pas. Souvent, moi, c'est ce que je leur dis. Et je leur dis, puis c'est vous qui avez la connaissance du terrain, c'est vous qui connaissez vos clients, vos relations, vos problématiques. Donc après, moi, je vous explique comment utiliser les outils. C'est à vous de faire ou pas. C'est à vous d'utiliser quand vous voulez, quand vous le sentez. Voilà. Je reste très humble par rapport à ça. Et souvent, ça se passe bien, du coup. Tu m'avais invité à participer à une session de Toastmaster. Est-ce que tu peux Oui, présenter l'association et cette action? Parce que, en oui. fait, il me semble que tu es bénévole et que l'action, elle est gratuite ou très peu chère. Oui, Et que du coup, c'est accessible à des formateurs dans toute la France qui n'ont pas beaucoup d'argent pour se former en prise de parole. Donc, c'est oui, tout intéressant à pour fait. nous. Oui, donc moi, quand j'ai voulu être conférencière notamment, on m'a conseillé tout de suite de participer à l'association Toastmasters. Donc Toastmasters, c'est une association déjà qui existe dans le monde entier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des clubs, alors je sais plus combien, 30, peut-être 38 000 clubs dans le monde entier. Et toutes les réunions sont formatées de la même manière. Alors c'est les Américains qui ont créé ça. Au début, moi, je me suis dit, oh là là, on dirait une secte, c'est très formaté, je sais pas si ça va me plaire. Et en fait, dès la première réunion, moi, j'ai adoré. Donc, c'est une association, effectivement. Alors, nous, par exemple, sur Marseille, on est une cinquantaine et c'est 140 euros l'année. Donc, c'est pas excessif pour une association. Et donc, chaque soirée se passe de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des rôles qui sont distribués à tour de rôle. Donc, on a un animateur qui va animer la soirée. On a une partie avec des discours préparés. Donc, en fait, on prépare des discours de 7 minutes et chacun, on est inscrit en fait dans un programme et en fonction du niveau de ton programme, en fait, tu as des thématiques ou tu as des challenges ou des objectifs à atteindre dans ton discours de 7 minutes. Ensuite, il y a un évaluateur qui va te faire un retour toujours bienveillant et constructif et qui va te donner des petites pistes d'amélioration. Et ensuite, donc ça, c'est la première partie de la soirée. Ensuite, on a une petite partie un peu plus festive où on fait la pause et l'apéro. Ça, généralement, on aime bien tout ça. Et après, il y a une deuxième partie dans la soirée où on va faire des impros. Donc pareil, on a un meneur des impros qui va trouver des thématiques. Et là, donc, elle invite des personnes, ou il invite des personnes à venir faire des impros. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est invité, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas inscrit au club, on peut refuser de participer. Par contre, une fois que tu es inscrit au club, tu es obligé d'aller faire des impros. Du coup, ça te force. Alors, moi, honnêtement, quand je suis arrivée à Toastmasters, comme je faisais déjà du théâtre et de l'impro, c'est pas quelque chose qui me faisait peur puisque j'étais déjà formée, etc. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, moi, la toute première soirée, ils ont un peu dérogé aux règles. Comme quelqu'un me connaissait, enfin, voilà, on avait fuité sur le fait que je faisais déjà de l'impro. Donc, en fait, ils m'ont dit tout de suite, bon, ben, toi, tu vas nous faire une impro. Donc, en fait, j'y suis allée sans, voilà, on m'avait pas forcément demandé mon avis, mais j'y suis allée. Et quand j'ai fait mon impro, ils étaient tous un peu bluffés. Et du coup, j'ai le président de l'asso qui m'a dit, mais toi, tu es une bête à concours, il faut absolument que tu fasses les concours. C'est là où j'ai appris qu'à Toastmasters, en fait, on avait des concours de chaque année. Et donc, en fait, on fait des concours de différents niveaux. Et j'ai fini championne d'Europe d'impro. Donc, en fait, Marseille, grâce à moi, est championne d'Europe d'impro. Ah, bravo. Et, voilà. Et du coup, alors il y a chaque année, ça peut être une fois l'impro, une fois discours en français, tu as les discours en anglais, etc. Alors, je suis pas championne du monde parce que malheureusement, championne du monde, il faut le faire en anglais et que j'ai pas un anglais suffisant. C'est un de mes objectifs d'ailleurs, c'est de pouvoir d'ici 2, 3 ans faire des confs en anglais, des impros en anglais pour pouvoir faire le concours.
Mais voilà, et Toastmasters, en fait, ce que tout le monde dit, c'est ce qu'on aime vraiment, c'est que à la fois ça permet de te former en toute bienveillance. Moi, je m'en sers comme d'un laboratoire, c'est-à-dire quand j'ai des conférences que j'écris, je vais tester des parties de mes conférences à Toastmasters et du coup, ils me font des retours et c'est hyper intéressant, voilà. Ouais. Et puis donc ça permet aussi bah, de pouvoir nous en tant que formateurs aussi d'aider puisqu'on a déjà ce côté un peu pédagogique, ça permet aussi d'aider des personnes qui vont être plus timides, plus réservées, qui osent pas, etc. Et puis il y a une autre partie, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui viennent qui parlent mal le français. Et du coup, ça permet aussi bah, de rencontrer plein de nationalités. Ça, c'est très sympa aussi. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que tu es inscrit dans un club, si tu te déplaces, moi, en tant que formatrice, je me déplace pas mal. Et du coup, bah, je peux, si mes soirées, si ça tombe bien, je peux aller faire un club Toastmasters à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Voilà. Donc, c'est sympa parce que du coup, tu peux voir d'autres clubs aussi. Et tu peux faire dans le monde entier d'ailleurs. D'accord. C'est quand le prochain? Alors, le prochain, alors il faudrait que je chope la date. Là, je crois que c'est le 14 janvier à Marseille. Alors, malheureusement, moi, je peux pas parce que je suis en déplacement. Alors, ça, c'est un peu mon souci en ce moment, c'est que je suis Ouais. beaucoup en déplacement. Mais je crois que la prochaine soirée, il faudrait que je vérifie quand même. Mais je crois que c'est le 14 janvier à Marseille. Et voilà, c'est près de Vauban et c'est un mardi sur deux. Voilà. Et ça démarre à 19h30 jusqu'à 22h, 22h30. Voilà. Et puis, de temps en temps, on fait des petites soirées en dehors. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en novembre, on avait loué en fait une salle à la Cité des Associations et du coup sur la Canebière et on a pu donner des conférences un peu plus longues devant un public. Donc on avait 150 personnes et du coup c'est bien parce que moi en tant que conférencière, pareil, ça me permet du coup de tester des conférences, des parties de conférences, etc. Et c'est pas mal. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que ça peut intéresser les formateurs, c'est que j'ai remarqué que depuis que je fais aussi des conférences, du coup, moi, mes clients, naturellement, ont augmenté le prix de mes formations. C'est qu'en fait, le fait que tu fasses des conférences, ça te donne une autre carte, une autre dimension. Et du coup, j'ai pu plus facilement, très facilement augmenter mes tarifs. Ah, super. Est-ce que tu Voilà, peux donc ça, il faut le savoir. ouais, nous présenter les thématiques de tes conférences? Oui, alors, aujourd'hui, moi, j'ai 5 conférences. J'en ai une sur l'humour en entreprise. J'en ai une, alors l'humour en entreprise, donc c'est un peu à quoi sert l'humour, pourquoi il faut faire de l'humour en entreprise, etc. J'en ai une que je développe en conférence et en atelier qui est être marrant pour être marquant. Donc c'est aussi sur l'humour, mais là c'est plus comment mettre de l'humour dans ses discours ou de l'humour quand on fait des réunions, etc. Et donc là, celle-là, elle est très pragmatique, pardon, avec des outils, etc. J'en ai une sur la relation client et notamment comment gérer l'agressivité du client, que je peux décliner aussi en agressivité du patient, puisque je peux la faire aussi dans des hôpitaux, dans des structures médicales. J'en ai une autour de l'authenticité alors celle-là, elle m'a été commandée par un client. En fait, c'est un client qui m'a vu sur scène et il m'a dit, mais moi, je vous veux en conférence. Par contre, nous, il nous faut un truc sur l'authenticité. Alors, comme je le traite aussi en formation, j'ai dit OK. Donc, du coup, j'ai écrit une conférence sur mesure, mais je l'ai déjà donnée 2 fois quand même, celle-là. Donc là, c'est l'authenticité. Ben, justement, ça répond un peu à la question, c'est quoi être authentique? Est-ce qu'on peut rester authentique vraiment en entreprise? Et si oui, comment? Avec quels outils? Enfin, voilà. Ensuite, j'ai une autre thématique autour de la relation client et comment réenchanter la relation client. Et donc là, c'est autour de techniques aussi. C'est une conférence sur les techniques et sur des réflexions autour de la relation client et que c'est l'affaire de tous, qu'on est tous les maillons d'une chaîne, etc. Et donc j'en ai 6 en fait, oui, je suis en train de compter. Et j'en ai une dernière sur la cohésion d'équipe, pareil, qui m'a été commandée, celle-là, dans un hôpital. Et donc au départ, c'était cohésion d'équipe, comment faire bloc au bloc opératoire, puisque Ouais. c'était pour un bloc opératoire, comment faire bloc et que je décline aussi voilà maintenant en entreprise. D'accord. Comment se Voilà. passe la formation pour devenir conférencier? Si tu peux nous le résumer rapidement. Donc la formation pour être conférencier, alors déjà il existe plusieurs entre guillemets écoles, enfin il y a plusieurs écoles. Souvent ce qu'on propose c'est il y en a plusieurs qui proposent un peu la même chose, c'est de partir déjà de l'idée de ta conférence, de l'écrire, ensuite de la mettre en scène et après de la jouer devant un public. Donc la formation, elle est souvent sur tous ces triptyques-là, c'est à la fois trier tes idées, écrire ta conférence
Souvent, c'est épurer, réécrire parce que quand on est formateur, on a tendance à faire des formations et pas des conférences. Donc, la différence, elle est ténue, mais c'est que une conférence, t'as qu'une heure pour faire passer ton message. Donc, il faut que tu as deux, trois messages à faire passer. Il faut qu'ils soient hyper ciblés, il faut qu'ils soient hyper clairs, il faut être hyper efficace. Souvent, on va l'alimenter avec du storytelling, avec de l'interaction, voilà. Comme moi, c'est comme ça que j'anime déjà mes formations. Je pense que j'avais déjà quelques habitudes ou voilà. Mais quand même, c'est important que je me forme. Et ensuite, il y a tout le fait de délivrer ta conférence sur scène. Donc là, tu vas avoir toute la partie interactivité avec le public. Il y a toute la partie déplacement, gestes, voilà, comment vraiment scander tes messages clés pour que ce soit clair, comment faire des ruptures, comment poser tes silences. Enfin, voilà, c'est vraiment comment tu délivres ton message. Et Je puis crois que souvent, il y a une partie, voilà, pardon, et souvent dans la formation, il peut y avoir ou pas une partie aussi finalement un peu marketing de ta conférence, c'est-à-dire ben, comment on la vend, comment on fait ses contrats, comment on trouve des clients, comment il faut être présent et travailler sa célébrité sur les réseaux sociaux. Parce que être conférencière, c'est bien, enfin voilà, ou même avoir des bonnes conférences, mais toujours pareil, il faut se faire connaître un peu comme dans tous les métiers de toute façon. la vendre, c'est mieux. Voilà, la vendre, c'est mieux. Et là où c'est un peu particulier, c'est que normalement, pour les conférences, on nous dit que ça, souvent, en fait, comment dire, en fait, on prospecte pas pour des conférences, ça se fait pas. Et du coup, c'est plutôt les clients qui entendent parler de toi et qui viennent vers toi. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai fait pas mal, et je continue d'ailleurs à donner des conférences gratuites voilà, dans certains endroits, notamment, par exemple, c'est au Salon Préventica ou à des rencontres de DRH, etc. Donc, je donne des conférences gratuites et honnêtement, moi, j'ai eu de la chance, c'est que chaque fois derrière, j'ai eu des commandes ou Ouais. voilà. Donc, c'est vrai que c'est une façon de te faire connaître et d'avoir ensuite le retour sur investissement, quoi. Ok. Je te propose qu'on finisse en présentant le syndicat des formateurs, parce que c'est là qu'on s'est Oui, rencontrés. Je voudrais tout savoir à fait. à quoi te sert ce syndicat et pourquoi tu t'es syndiqué. Oui. Alors, moi, alors déjà, je suis pas encore syndiquée, je vais être syndiquée en 2025, parce que quand je suis venue en 2024, c'était plus pour découvrir. Moi, j'ai découvert grâce à Hervé Thiédry, donc, qui est le président national. Et ce que je trouvais intéressant, en tout cas, dans ce qu'il m'avait expliqué, dans ce que j'ai pu voir sur le site, c'est que c'était déjà pour être représenté en tant que formateur, qu'on soit représenté dans différentes instances, etc. Je trouvais ça intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui est veille. C'est-à-dire que la formation, je trouve que ça change tellement que tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est voilà. Donc, je trouvais que c'est très important de pouvoir avoir cette veille-là. D'autant plus que moi, j'ai d'autres activités à côté. Donc, bon, aujourd'hui, la formation, c'est quand même, j'allais dire, ce qui me rapporte le plus, c'est le gros de mon activité. Mais je passe beaucoup de temps sur d'autres choses. Donc, c'est vrai que j'ai plus autant le temps de m'occuper de la veille, etc. Clairement aussi, moi, c'est pour rencontrer d'autres formateurs. Et donc moi, j'ai une problématique qui était particulière, c'est que comme je veux développer les compétences, je veux lâcher un peu des formations. Donc l'idée aussi, c'était de pouvoir finalement trouver des partenaires à qui je pouvais confier des formations quand moi, je peux plus les prendre en charge. Donc ça, c'est important parce que j'aime pas laisser un client sans réponse. Et quand moi, je dis non à un client parce que mon planning est plutôt chargé, bah, ça me permet de me retourner, de savoir à qui vraiment je peux, voilà. Sachant que moi, mes clients, ils me font confiance et il me faut intervenir parce que j'ai le côté déjà psychologue du travail, etc. Et souvent, j'ai le côté aussi bienveillant, j'ai le côté... Et quand ils me disent, bah, on veut bien que vous nous mettiez quelqu'un, mais on veut quelqu'un un peu comme vous, voilà, ça veut dire, je vais pas mettre n'importe qui. Ou voilà, je dirais qu'il y a une personnalité, des pratiques à avoir quand même particulières. Donc moi, je suis venue pour ça. Et puis, je trouve que c'est intéressant de se former. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai suivi un atelier avec toi que j'ai adoré aussi sur la ludopédagogie. Ça m'a donné envie justement de me former, hein, continuer à se former, trouver d'autres outils. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, voir un peu les pratiques de chacun. Voilà, donc moi, vraiment, c'est pour je dirais, ces trois aspects-là que j'ai voulu adhérer. Ok, eh ben pareil que moi. Donc, je te laisse présenter tes contacts, tes coordonnées, où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Oui, donc déjà sur LinkedIn, je pense que c'est le plus simple pour me retrouver. Donc c'est Marido Kilissi.
Voilà, si vous tapez Marie Dokilici, vous me retrouvez sur LinkedIn. Et ensuite, donc moi, j'ai une chaîne YouTube où vous allez voir, là, c'est plutôt la partie conférence. Ensuite, ma structure de formation, c'est Calista Conseil. Donc, c'est calista-du-6 conseil.fr. Donc, Calista avec un HTTP K. devant. Calista avec un K et deux L, K-A-2-L-I-S-T-A, le tiré du 6, conseil.fr. Donc là, vous allez tomber sur mon site de formatrice. Et ensuite, après, à partir de LinkedIn, de toute façon, vous avez, je crois, tous mes liens pour me retrouver sur YouTube, ma chaîne de conférencière et mon site de formatrice. Voilà, je pense que et après, sinon, ben, moi, je suis basée à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est vrai que j'interviens dans toute la France. Voilà. Et donc, si vous avez besoin de plus de conférences que de formations, mais si je peux faire les formations, ce sera volontiers aussi. Voilà, si vous avez besoin de conférences sur mes thématiques, ce sera bien volontiers. Ok, merci beaucoup Marido. Et puis, bah, à très bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.